Voilà, commençons donc juste pour ceux qui ne connaissent pas ETOP. ETOP est un projet open source. C'est une solution open source d'ITSM, de service management et de gestion des configurations de CMDB. Donc, ça combine les deux fonctionnalités. Ça fait 14 ans maintenant qu'on développe cette solution. Elle est publiée depuis plus de 10 ans maintenant. Elle a été publiée initialement en 2009. Ce graphique montre en fait que, comme tout projet open source, quand il y a une communauté qui se crée, un engouement et des gens qui utilisent la solution, on crée une communauté très, très active d'usagers de la solution. Ce graphique vous montre le total cumulé des téléchargements de la solution sur SourceForge. À la fin de l'année 2019, on était à 468 000 téléchargements. Ça ne veut pas dire 468 000 instances qui tournent en production. C'est les tableaux d'à côté. La communauté se retrouve sur une plateforme qui s'appelle ETOP Hub. Et il y a aujourd'hui entre 7 et 9, il y a 7500 personnes enregistrées sur ce hub. Et donc, on pense qu'il y a 7 à 9 000 usagers communautaires. Ce sont des usagers communautaires gratuits qui utilisent notre solution tous les jours. C'est une solution open source, mais c'est important, elle est contrôlée par un éditeur. Et cet éditeur, qui est la société Combodo, dont je vais parler, arrive à vivre parce qu'il y a des clients qui ont des souscriptions de support. Nous vivons principalement de la vente de services autour de la solution ETOP, contrat de support annuel, mais aussi services de conseil et de formation. Services qui sont également délivrés par des partenaires intégrateurs de Combodo qu'on retrouve sur notre site web. Il y en a 5 en France, il y en a un en Allemagne qui fait Allemagne, Suisse, Autriche, il y en a en Belgique pour le Benelux, il y en a en Espagne, en Italie, au Canada. Voilà notre couverture géographique. Je parlais de Combodo. Eh ben, c'est un anniversaire qu'on fait un peu à distance pour l'instant, mais Combodo va fêter ses 10 ans cette année. On en est plutôt fiers. En tout cas, les 3 gérants qui sont les créateurs du produit, c'est important. Combodo est vraiment un éditeur de logiciels. On est concentré sur la partie, sur la création du produit. C'est plus de la moitié des 26 personnes qui travaillent chez Combodo qui travaillent directement sur le produit. Un autre tiers travaille sur les services, le conseil et le support, et une petite équipe commerciale. Donc, Combodo a 10 ans. Combodo est une société pérenne. Et tous les employés espèrent qu'elle est très pérenne, puisque c'est notre seule raison de travailler tous les jours, c'est de développer et de délivrer des services autour d'ETOP d'un très haut niveau de qualité. Donc voilà, c'est une société qui se porte bien et on espère qu'elle se portera bien pour longtemps. Je pense que j'en ai assez dit sur ETOP et Combodo. Je vous souhaite à tous une bonne de découvrir des fonctionnalités. Il y a un point que je vais quand même mentionner. La présentation aujourd'hui, on présente des nouveautés d'ETOP 2.7. On ne fait pas une démonstration complète des fonctionnalités d'ETOP. Donc, si parmi vous, certains qui ne nous connaissent pas encore ont besoin de découvrir plus de choses sur toutes les fonctionnalités et capacités d'ETOP, sachez qu'on a des webinaires organisés régulièrement qui sont faits par nos consultants comme Dimitri ou Axel qui sont présents aujourd'hui et qui présentent à plusieurs entreprises régulièrement les fonctionnalités d'ETOP. Merci de votre attention, merci du temps que vous passez avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci Alain. Donc effectivement, on aurait dû se retrouver tous à Paris et les événements bien plus importants qu'ETOP nous amènent à rester chez nous. Donc je suis très content de voir qu'il y a autant de personnes inscrites aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous présenter là en une petite heure l'ensemble des nouveautés de la release ETOP.
Comme l'a dit Alain, c'est pas une démo intégrale de l'application. Je vais quand même essayer de faire des petites démos de ces nouveautés. Et ensuite, Alexandre présentera la stratégie de release et la roadmap avant qu'on réponde à vos questions. Donc, la première chose importante de la release de 7, c'est que c'est la première version qu'on appelle long-term support d'ITOP. Qu'est-ce que ça veut dire long-term support? Ça veut dire que cette version va être une version maintenue pour au moins 3 ans. Alexandre parlera un peu plus en détail de la stratégie de release. En gros, elle va être maintenue jusqu'à la prochaine long-term support. Donc, qu'est-ce que ça a amené dans les équipes Combodo? Premièrement, on s'est assuré que l'application était compatible avec les versions PHP et de MySQL qui seront supportées pour les 3 prochaines années. Donc, ITOP, on ne change pas les minimums. Donc, c'est toujours PHP 5.6 et MySQL 5.6 à minima. Par contre, attention, elle commence à ne plus être supportée par Oracle et PHP. Et on va jusqu'à PHP 7.4, qui est la dernière version de PHP, et MySQL 8 ou équivalent MariaDB. On a aussi mis à jour le portail utilisateur avec les librairies Symfony. Donc, on a obsolété une librairie Silex qui n'est plus supportée. Donc, attention, ça a un impact sur toutes les extensions complémentaires qui ajoutent des fonctionnalités dans le portail. Donc, on les a toutes mises à jour. On a mis à jour tous les autres composants dont ITOP dépend. Je ne vais pas en faire une liste détaillée, mais vraiment l'idée, c'est que en termes de sécurité et en termes de maintenabilité, on soit le plus à niveau possible. Alors, petite recommandation néanmoins, j'ai dit qu'on supportait MySQL 8. Oui, on le supporte, mais on ne le recommande pas pour les gros volumes de données, puisque MySQL 8 a supprimé les fonctionnalités de cache, ce que n'a pas fait MariaDB. Donc, pour ceux qui utilisent des gros volumes de données, beaucoup de tickets, un historique très grand, on recommande plutôt MariaDB que MySQL 8. Donc ensuite, long-term support, on a fait en sorte que d'un point de vue sécurité, on soit le plus clean possible. Et notamment répondre à une demande qui était de plus en plus grande de la communauté, c'est mettre en place des règles sur les mots de passe des utilisateurs internes à ITOP. Donc ça, c'est un point qui nous était demandé depuis longtemps. Donc ça y est, c'est en place. Et donc par défaut, maintenant, il y a une règle qui force à mettre au moins 8 caractères dans les mots de passe des utilisateurs internes, incluant une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. C'est une règle assez basique. Néanmoins, c'est uniquement pour les nouveaux utilisateurs. Donc, les anciens utilisateurs, par défaut, ne changent pas de mot de passe. Donc, après, à vous de potentiellement envoyer une communication si besoin. Et ces règles sont modifiables. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que peut-être ça va énerver. Donc, on peut supprimer cette règle, on peut adapter cette règle. Et ce qui est très important, c'est que dans la configuration d'ITOP, puisque ce n'est que de la configuration d'ITOP, on peut aussi adapter en fonction des langues le message quand le mot de passe ne respecte pas les règles. Donc, si vous voulez supprimer la règle de validation, il suffit de mettre une chaîne vide pour le paramètre Password Validation Pattern. Et à partir de ce moment-là, on est comme avant. Deuxième chose qui a été mise en place autour de ça, pour les entreprises qui aimeraient étendre le système de contrôle, par exemple, forcer au renouvellement tous les 6 mois, empêcher de mettre un ancien mot de passe, etc., on a mis en place une API qui permettra aux développeurs d'étendre le système de contrôle dans l'application. On n'a pas mis de règles très fortes dans l'application ITOP pour conserver un aspect simple. Et voilà le principe. Deuxième chose qui a été mise en place en termes de sécurité, c'est la protection contre les attaques brute force. Donc les attaques brute force, grosso modo, c'est quoi? C'est empêcher une personne malveillante de tester une infinité de combinaisons de mots de passe jusqu'à trouver le bon. Donc il y a un petit module qui a été développé, qui est disponible pour l'instant que dans les versions professionnelles et essential d'ITOP. On ne l'a pas encore livré pour la communauté. Et ce système va permettre de mettre en place des règles en fonction du contexte qu'on peut configurer pour se protéger contre ces attaques. Donc, première règle qu'on peut mettre en place, par exemple, c'est n'autoriser que certaines IP adresses à se connecter à ITOP. Un subnet, le réseau de votre entreprise, le réseau peut-être de vos partenaires et rien d'autre.
On peut mettre en place, en cas d'erreur sur les mots de passe, des ralentissements de l'interface ou du blocage. En général, on aime bien le ralentissement parce que qui dit blocage dit la personne réessayera plus tard, alors que le ralentissement, elle ne sait pas trop ce qui se passe. C'est peut-être un problème de performance. Donc, on peut dire au bout de 2, 3, 4 mots de passe invalides, on ralentit l'application et la mire de connexion va mettre 1 minute à s'afficher, puis 5 minutes, puis plus. On peut mettre en place des systèmes de captcha, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de contrôles qu'on va pouvoir paramétrer et on peut faire des règles plus ou moins compliquées. On peut faire en sorte que pour les appels web service, on filtre par IP adresse, alors que pour l'accès en mode console, on met plutôt une captcha ou un ralentissement. Donc voilà le principe. Donc je vais vous montrer un petit exemple en mode démonstration. Je vais me connecter à une de mes machines, donc ici. Donc par défaut, là je suis connecté. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est si je regarde un compte utilisateur. Tiens, je vais en profiter pour basculer en français. Je ne l'avais pas fait. Voilà. Si j'essaye de créer un compte utilisateur, donc ça ne s'applique qu'aux utilisateurs internes à iTop. Le reste, les mots de passe ne sont pas stockés dans la base. Je vais pouvoir sélectionner un contact, créer un compte et tenter un mot de passe. Donc là, je vais mettre le mot de passe test. Voilà, je vais lui associer un profil. Je vais dire que c'est un agent de support. J'ajoute mon compte et j'essaye de le créer. Je me trouve coincé. Voilà, le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, une minuscule, une majuscule, un nombre et un caractère spécial. C'est le message qu'on a mis par défaut dans la configuration d'ITOP. Donc, je vais être obligé de respecter la règle. Donc, on va mettre quelque chose qui respecte la règle. Et à partir de ce moment-là, je peux créer. Ah, je n'ai pas bien collé mon mot de passe, excusez-moi. Donc, les contrôles d'avant qui permettent de valider, c'est le premier qui n'est pas bon. Voilà. Et je crée mon utilisateur. Voilà. Deuxième chose qu'on a faite, ici, on a rajouté des champs. Donc, vous avez vu, on a mis un label dans la zone. Les champs ci-dessous nécessitent une extension. On a prévu des champs pour que des extensions puissent exploiter l'aspect depuis combien de temps le mot de passe a été changé, est-ce qu'on considère que le mot de passe est valide ou pas, de manière à pouvoir donner de l'information à une extension externe. Ces informations-là ne sont pas utilisées par défaut dans iTop. Donc, deuxième chose maintenant, je vais me déconnecter. Voilà, je vais me reconnecter à l'application. J'ai mon utilisateur, support, je vais essayer de me connecter, je vais mettre un mauvais mot de passe. Première tentative, il me propose de retenter. Deuxième tentative, il me propose de retenter. Troisième tentative, il me met une captcha. Donc là, j'ai mis une règle qui dit, au bout de 3 échecs, je vais afficher une captcha. Donc, si quelqu'un via un script essaye de faire quelque chose, il aura beaucoup de mal à l'intercepter. Par contre, s'il rentre le bon mot de passe et la captcha, là, il sera autorisé à se connecter. Alors, les captchas, c'est toujours compliqué. On a parfois du mal à les lire. Donc, on va espérer que c'est... J'ai du mal à voir ce qui est écrit là. R3Y5X. Je me connecte. Mon mot de passe et la captcha étant valide, mon utilisateur peut se connecter. Donc voilà le genre de mécanisme qu'on a mis en place dans l'application pour vous permettre de contrôler un minimum les accès à l'application. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est pour les utilisateurs internes pour la partie mot de passe. Les règles de protection anti-brute force vont pouvoir fonctionner avec les différents modes d'authentification, donc LDAP ou autre. Je vais revenir à la présentation et je vais parler du deuxième sujet. Donc, en termes de sécurité, dernière chose, c'est la première fois qu'on fait faire un audit de sécurité par une société externe avant une release. Donc, la société NSOC, qui est une société française basée à Lyon, a fait un audit de l'application iTop 2.7. Alors, c'était la version bêta.
Elle a trouvé un certain nombre de petites choses. On a également corrigé tout un tas de vulnérabilités qui nous avaient été remontées. Donc, il y en a eu 10 depuis l'été dernier, des vulnérabilités XSS. On a fait du renforcement de l'éditeur de configuration, qui est aujourd'hui un éditeur PHP pour empêcher de l'injection de code. Et on a écrit un wiki sur les bonnes pratiques, notamment pour tout ce qui est configuration du serveur web, en tête de sécurité, cookies de session, etc., de sorte que vous puissiez protéger au mieux l'application. Voilà, je rappelle qu'on est toujours très vigilant par rapport à toutes les failles de sécurité qui nous sont remontées. On a sorti une 2.6.3 il y a pas très longtemps, et donc on essaye de protéger au mieux l'application. Deuxième sujet, donc comme j'ai dit, on a obsolété le framework Silex et on n'utilise plus que Symfony pour la partie portail utilisateur, et on en a profité pour améliorer tout un tas de petits points d'ergonomie qui agaçaient certains utilisateurs. Donc on a amélioré la navigation entre les formulaires. Maintenant on peut choisir comment on navigue dans l'application. Il y a plein d'options possibles. On a fait en sorte que le nombre de pages affichées ne soit plus limité à 20, mais paramétrable dans l'application. Il y a un certain nombre d'informations, de confirmations ou de messages d'information sur ce qui s'est passé quand vous cliquez dans le portail. Donc, validation que vous avez bien créé un ticket, que vous avez modifié un élément. Si par erreur, vous quittez un formulaire, on vous met un message, ce qui vous évite de perdre ce que vous avez saisi. Il y a une petite icône que je vous montrerai tout à l'heure qui apparaît dans le portail pour copier l'URL d'un élément et donc la partager avec un autre utilisateur qui a le droit d'accéder à cette information. Donc, le contrôle d'accès existe toujours. Et puis là, c'est un point un peu plus technique. Quand on met en place une brique de type catalogue, le catalogue de services ou autre, on ne pouvait pas gérer des relations NN. Maintenant, on peut le faire. Donc, il y a tout un tas de petits points qui ont été fixés. C'est les points les plus importants que j'ai montrés ici. Attention, l'ancien portail qu'on appelait Legacy, donc le portail des années 2010-2011, n'existe plus dans l'application. Donc, tous nos clients ont migré quasiment vers le nouveau portail où on fait leur propre portail à l'extérieur d'eTop. Donc, je vous informe juste que, attention, ce portail n'est plus supporté, n'existe plus dans l'application de 2.7. Deuxième partie ergonomique, les pièces jointes. On avait beaucoup de demandes sur la partie pièces jointes, tant dans la console que dans le portail, concernant la visibilité des informations. Quand il y avait plusieurs fois le même fichier, on ne savait pas quand est-ce qu'il avait été chargé, qui l'avait chargé, etc. Donc, on a changé la manière de présenter l'information. On a essayé de toujours garder une certaine iconographie, mais maintenant, on présente ça sous forme tabulaire, de manière à mieux lire les informations. Toutes les fonctionnalités drag and drop existent toujours, ainsi que le chargement des fichiers. Donc, le comportement est le même qu'avant, c'est l'affichage qui a été amélioré pour des raisons de visibilité. Donc, rapidement, une petite démonstration. Je vais aller dans le portail. Là, je suis connecté en tant qu'utilisateur portail. Je vais créer une nouvelle requête. Voilà, par exemple, je voudrais du support Microsoft Office. Voilà, donc le portail par défaut, on va dire le look et la présentation n'a pas changé. Je retrouve ici mes attachements. Et donc, je peux soit parcourir, soit faire un copier-coller. Donc, je vais juste aller chercher ici un fichier Excel, par exemple. Voilà, mes données sont chargées. Je peux soumettre mon formulaire. Ah, voilà. Et là, vous voyez, j'ai un message de retour. Le ticket 31 a été sauvegardé. Donc, ces informations-là, avant, on ne les avait pas. Il fallait chercher dans la liste quel était le nouveau numéro. Donc là, on a des informations de retour. Idem, si j'édite mon ticket, par exemple, je mets à jour mon journal, et que je clique dehors par erreur, on va me demander si je veux vraiment être sûr de sortir. Alors qu'avant, il arrivait à certains utilisateurs de cliquer par erreur et ils perdaient tout ce qu'ils avaient fait. Donc non, je viens mettre à jour mon ticket. Voilà, donc voilà le genre de petites informations qui ont été mises à jour dans le portail. Dans le principe, le fonctionnel n'a pas beaucoup changé. La seule petite fonctionnalité en plus que vous avez, c'est la petite icône qui est ici, qui vous permet de copier le lien, le mettre dans un email et l'envoyer à un collaborateur, par exemple.
Si je vais maintenant côté console, je vais pouvoir aller regarder le ticket exactement de la même manière. Donc, c'était mon ticket numéro 31. Je vais regarder tous mes tickets. On va regarder mon tableau de bord. Le 31 est ici. Et je vais retrouver, au niveau des pièces jointes, les informations avec qui a chargé le fichier, etc. etc. Voilà le principe. Je vais maintenant passer à un sujet beaucoup plus important, qui est la partie authentification. Donc, on a eu depuis plusieurs années beaucoup de questions sur l'authentification, l'intégration d'ITOP avec des systèmes SSO, de Single Sign-On dans l'entreprise, et l'application ou la manière dont la gestion des authentifications était faite n'était pas très adaptée à l'intégration simple avec des systèmes externes. Il fallait faire des configurations Apache, c'était pas forcément très simple. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de développer une interface programmatique, une API, pour pouvoir mettre en œuvre dans ITOP, sous forme d'une extension, tout un tas de modes d'authentification. Donc, on a développé cette API qui permettra à tout développeur de développer le mécanisme qu'il veut. Et en natif, on a réadapté ce qui existait par défaut, c'est-à-dire l'authentification interne, bien évidemment, l'authentification LDAP et l'authentification CAS. Alors, LDAP, pour l'instant, ce n'est que mono LDAP. Il y a beaucoup de questions sur l'authentification multi-LDAP. On a maintenant une API qui vont nous permettre de le faire ou de permettre à la communauté de le faire. Et de le faire de manière un peu plus simple que ce qui a été fait par certaines personnes de la communauté, notamment sur Git. Et on a en cours des prototypes, des pilotes, on va dire. Donc, j'insiste sur l'aspect pilote des extensions que je cite là. Donc, pour SAML, OpenID ou OAuth, que je vais vous montrer tout à l'heure. Pourquoi pilote? Parce qu'on les a testés en interne, mais on va les utiliser, les tester en mode pilote avec certains clients pour qu'elles soient le plus robustes possible. Donc, ça, c'est un point qui est important. Deuxième point, l'objectif, c'est effectivement de faciliter l'interfaçage avec différents systèmes SSO d'entreprise. Et il y a des entreprises qui ont une multitude de systèmes d'authentification. Donc, on va pouvoir, avec la version 2.7 d'ITOP, mixer les modes d'authentification. Je pourrais avoir des utilisateurs qui s'authentifient en SAML, d'autres en CAS, d'autres avec GitHub, d'autres avec Facebook et certains en utilisation interne. Donc, en gros, le principe ici, en fonction de ce qu'on va activer, on va pouvoir choisir le mode d'authentification qu'on veut utiliser. C'est l'administrateur ITOP qui définira quelles sont les règles du jeu, bien évidemment. Vous pourriez très bien imaginer de dire, par défaut, l'utilisateur, quand il se connecte, il a du SAML et il faudra qu'il utilise une URL particulière pour accéder à d'autres modes. Donc, deuxième chose, l'API d'authentification va permettre aussi de faire ce qu'on appelle du provisioning temps réel. J'ai mis entre guillemets parce que je ne connais pas bien le terme en français pour ça. En gros, c'est quoi le principe de provisioning? C'est d'être capable, au moment où la personne va s'authentifier, de créer l'utilisateur et le contact associé dynamiquement. Donc, plutôt que d'avoir une logique de synchronisation a priori, puis permettre à l'utilisateur de se connecter, vous allez pouvoir potentiellement mettre en place ça. Et certains systèmes de SSO, pas tous, permettent de le faire. Donc, certains systèmes qui existent, Azure, Google, permettent de faire ça. CAS permet de le faire en fonction de comment il est configuré. Par contre, par exemple, un système SAML ne permet pas ça. Il ne vous envoie pas d'informations sur l'utilisateur. Il faut le coupler avec d'autres choses. Donc voilà le genre de choses qu'on va pouvoir faire. Vous n'êtes pas obligé de l'activer. Ça ne remplace pas obligatoirement les systèmes de synchronisation de contact et d'utilisateurs que vous avez pu mettre en place dans l'entreprise. C'est juste une capacité supplémentaire. Alors, pour vous montrer ça, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, avec un ITOP, qui a un certain nombre d'extensions supplémentaires qu'on va commencer à tester, comme je vous l'ai dit, avec certains clients. Donc, on a déjà commencé, par exemple, avec notre partenaire Axel IT, à tester toute la partie Azure. Il y a beaucoup de demandes là-dessus. Donc là, je peux m'authentifier soit avec un utilisateur interne, soit avec mes systèmes externes. Donc, je vais le faire d'abord avec, je vais le faire d'abord avec Facebook, tiens, pour changer. Donc là, Facebook, attention, il faudra demander à Facebook ou à Google ou d'autres de vous autoriser à vous connecter. D'accord? Donc là, moi, je me suis déjà enregistré avec mon compte de développeur.
Donc, on est en train de se connecter. Alors, la connexion met toujours un petit peu de temps les premières fois. Donc là, il est en train de récupérer les infos, créer mes contacts, et après, je pourrais me loguer. Donc ça, c'est un exemple où le provisioning va se mettre en place. Alors là, toujours un effet démo. J'ai l'impression que ma machine... Ah, pardon, excusez-moi, je pense que j'arrive pas à me connecter à Facebook. Je retente. Sinon, je vous demanderai de me croire. Toujours un petit effet démo. Voilà, c'est l'effet démo. C'est pas grave. Je vais aller sur un autre système. Deuxième système d'authentification, je vais utiliser SAML. Donc là, j'ai un serveur SAML en interne chez Combodo. Je m'y connecte. J'ai un utilisateur qui a été configuré, Bruce Lee. Donc là, vous voyez que la mire de connexion, c'est la mire de l'entreprise. Si la personne était déjà connectée au serveur SAML via une autre application, on ne lui demanderait pas son login. Je me connecte et ça y est, je suis connecté à l'application. Donc là, je peux aller naviguer dans une autre application, revenir tant que le jeton de session de mon authentification SSO est valide, je n'ai plus besoin de rentrer mon login et mon mot de passe. C'est dommage, j'aurais pu le montrer pour Facebook, mais Facebook ne veut pas me répondre, donc tant pis. Je ne pourrais pas vous le montrer. Donc, attention, pour tout ce qui est système public, je pense à Facebook, je pense à GitHub, je pense à Google, ça peut être intéressant notamment pour les gens qui ont une activité en lien avec du public et pas juste dans une entreprise interne, peut-être les académies par exemple qui sont présents dans la présentation aujourd'hui. Il faut faire authentifier vos applications par le fournisseur, donc Facebook, Google ou autre. C'est un processus qui est plus ou moins complexe. J'ai passé une après-midi pour Facebook et juste en tant que développeur. Ah oui, parce que Facebook va valider que vous êtes une gentille personne, vos certificats, etc. Pareil, ces systèmes-là, en général, nécessitent de faire de l'HTTPS avec des certificats valides. Donc attention, c'est faisable maintenant techniquement dans eTop, mais il y a aussi le système tiers à paramétrer. Voilà pour la partie authentification. Donc, je rappelle, on a fait SAML et tout ce qui est OAuth, OpenID pour l'instant. Il y a plein d'autres modes d'authentification. On les a pas tous développés. On n'a pas de l'expertise sur tous les domaines. Donc, après, on va aussi s'appuyer sur certains partenaires, peut-être sur des compétences chez vous en interne pour essayer de développer ces fonctionnalités et sur la communauté qui pourra peut-être être amenée à développer des choses. Je pense à, par exemple, Vladimir Kounin en Russie qui nous avait fait une belle authentification multi-LDAP avec les moyens du bord avant. On va certainement essayer de travailler avec lui pour faire ça de manière plus carrée avec la nouvelle API. Le point suivant, alors c'est un point un peu plus technique, c'est l'OQL. On avait une demande en OQL, et je ne vais pas faire de démo, je vais passer assez vite, qui consistait à traiter certaines demandes. Donc la première chose qu'on a fait, c'est d'essayer d'améliorer la performance. Et on a gagné un facteur 5 à 10 en retravaillant la manière de faire des jointures dans eTop et surtout en faisant des calculs, ce qu'on appelle des counts en SQL, de manière un peu plus intelligente. Donc, pour ceux notamment qui ont des gros volumes, je pense à la Gendarmerie nationale, qui nous a bien aidé à améliorer la performance dans les versions précédentes, on a un facteur plutôt 10 en fonction de la complexité des queries. D'accord ? Petit bémol à ça, pour ceux qui ont des gros volumes, le temps de migration nécessite la mise à jour de certaines informations dans la base de données. Donc, plus les volumes de données seront importants dans votre base de données, plus ça va prendre de temps. On a fait un test avec un de nos clients qui a la plus grosse base de données, 190 gigas. Ça a pris 2 heures. Et les requêtes qui sont exécutées peuvent être lancées avant de faire la migration si besoin. Donc là, voilà, contactez-nous, contactez nos équipes pour voir ça. On a expliqué tout ça aussi sur le wiki. Donc après, en termes de fonctionnalité, on permet maintenant de faire ce qu'on appelle des requêtes select in ou not in select, qui permet par exemple d'identifier les équipes qui sont sans membres dans l'équipe ou les CI qui n'ont pas de contrat de support. C'est toutes les requêtes qu'on ne pouvait pas faire avant quand il n'y a pas de relation. Voilà, maintenant on peut le mettre en place. Et deuxième fonctionnalité qu'on a ajoutée, c'est pour l'extension modèle de requête. Jusqu'ici, on n'était pas capable de requêter les informations
correspondant à un modèle de requête. Donc, on a fait évoluer l'extension. Donc, c'est déjà intégré dans la Professional et ça sera mis à jour sur le hub pour qu'on puisse faire ça. Un exemple d'utilisation de cette fonctionnalité, c'est, imaginons que vous ayez mis la sélection de l'approbateur dans un modèle de requête plutôt que dans votre modèle de données. Ben maintenant, vous allez pouvoir interroger cette information-là pour votre processus d'approbation. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a une multiplicité d'exemples possibles. Ensuite, comme c'était une version long-term support et qu'on voulait quand même apporter des choses aux administrateurs pour qu'ils puissent mieux gérer l'application, on a fait quelques évolutions dans l'application. Donc attention, ces évolutions ne concernent que les administrateurs. Si on n'est pas administrateur, on n'a pas accès à ces fonctionnalités. Et comme on peut altérer les menus dans l'application, on peut désactiver certaines fonctionnalités si vous ne les voulez pas. Donc la première chose qu'on a fait, c'est réorganiser le menu outils d'admin en administration, configuration et système, parce que ça commençait à devenir assez illisible. Donc dans la partie administration, on va retrouver tout ce qui est gestion des comptes, tout ce qui est requêtage, livre de requêtes, accès au data model et l'accès à l'ITSM Designer. Dans la partie configuration, on va retrouver tout ce qui concerne la configuration de l'application, donc la configuration globale, notre fameux fichier PHP dans lequel il y a tous les paramètres, la configuration des synchronisations de données, la configuration des boîtes mail quand vous voulez faire de la création de tickets par mail, et tout ce qui est notification. Dans la partie système, qui est une partie complètement nouvelle, on va permettre aux administrateurs d'accéder à des informations sans se connecter au système. Donc certains voudront certainement brider cette fonctionnalité, mais c'est quelque chose qui va être très utile pour les gens qui veulent accéder à ces informations de manière rapide et simple. Donc, on va avoir accès à des informations système telles que les paramétrages PHP, tout un tas d'informations sur la database, la taille des tables, la taille de la database, les paramètres de la database, les composants installés. On va avoir accès aux fichiers de log, donc les fichiers error.log, les fichiers setup.log et tous les autres fichiers. Et, grande nouveauté, si vous l'autorisez dans l'entreprise, vous allez pouvoir mettre à jour l'application directement via l'interface web. Alors, souvent, suivant deux modes. Premier mode, il y a une nouvelle version d'ITOP, mineur ou majeur. Vous allez pouvoir uploader le package. Alors, attention, ça nécessite du coup d'autoriser le chargement de fichiers de l'ordre d'une vingtaine de MB et lancer la mise à jour de l'application avec tout un tas de contrôles et de protection pour en cas où ça se passe mal. Et la deuxième chose que vous pourrez faire, c'est qu'on va mettre en place une logique aussi de patch. Donc, quand il y aura un petit dysfonctionnement sur votre application et que vous n'avez pas envie de mettre à jour une nouvelle version mineure, vous pourrez déployer des patchs et ça sera un outil pour le support pour corriger des petits problèmes que vous rencontreriez sur vos applications. Donc, grâce à ce système-là, vous pourrez faire relativement facilement des mises à jour de l'application sans avoir accédé au système. L'ancien mode, qui consiste à accéder au système et appliquer les procédures de mise à jour, marche toujours bien évidemment, et peut-être que ce sera le mode préféré des gens qui ont des capacités d'administrateur système. Pour les autres, vous aurez la fonctionnalité. Je rappelle, si vous êtes administrateur. Alors, ça donne quoi? Je vais aller dans l'application. Je vais me déconnecter pour me reconnecter en tant qu'administrateur. Voilà, je retrouve mes menus ici. Donc, les deux premiers menus, c'est les mêmes fonctionnalités qu'avant, mais réparties différemment. Et donc, le menu système, si je clique ici sur la partie information système, je vais retrouver mes informations PHP et notamment les modules que j'ai installés. Donc, c'est en mieux ce que vous aviez dans la petite section à propos d'ITOP qu'on a conservé. Vous avez toutes les informations PHP. Un parcours du système de fichiers. Alors, vous ne pouvez pas naviguer dans le système de fichiers et voir les fichiers, mais c'est plutôt pour voir toutes les problématiques de droit sur les fichiers. Et point important, des informations sur la base de données, et notamment la taille des tables, etc., etc. Ce qui vous permet
d'analyser et de régler certains problèmes, puisque parfois des problèmes de mise à jour de l'application peuvent être liés au fait qu'on a un file system full ou des choses comme ça. Donc, dans la partie système, vous avez aussi une mise en valeur de certaines informations. Quand elles ne respectent pas certaines règles, elles seront mises en rouge ici dans l'interface. Donc là, mon système est relativement bien paramétré. Vous avez accès au système de log. Voilà, donc j'ai ici par exemple mon fichier error.log dans lequel je retrouve certaines erreurs, mes fichiers de setup, avec tout un système de rotation donc, que vous pourrez paramétrer si vous voulez par exemple archiver vos fichiers par semaine, par mois. Vous aurez accès ici. Et du coup, vous pourrez aller les supprimer, toujours si vous êtes administrateur, pour faire du nettoyage sur votre machine. On n'a pas mis en place de système de nettoyage. Donc, c'est un système où, si vous avez une politique mensuelle, par exemple, bah, vous aurez les logs du mois de mars, les logs du mois d'avril, etc. Pareil pour tout ce qui est analyse de perf. Donc là, j'ai pas de log de performance. Et toutes les autres fichiers de log. Par exemple, on retrouve ici donc le module ETOPFence, qui est notre système anti-brute force, dans lequel on a des logs également pour pouvoir analyser, par exemple, en cas d'attaque. Le système d'intégrité de base de données est disponible dans cette partie système. L'application ETOPFence, qui fait de l'anti-brute force, vous affiche un audit de connexion. Donc, vous voyez ici les dernières connexions de tous vos utilisateurs. Voilà, donc par exemple, je vois que l'utilisateur de support, il s'est connecté à telle date, la dernière fois avec succès. Voilà l'IP qu'il utilisait. Et c'est ici que vous allez retrouver aussi le nombre d'échecs. Donc par exemple, vous pouvez utiliser cette partie-là pour identifier s'il n'y a pas des comptes utilisateurs qui génèrent des échecs, ce qui pourrait être une piste de tentative d'attaque. Donc même si vous n'avez pas mis de règles, le système ETOPFence va contrôler le nombre d'échecs de login. Et enfin, le système de mise à jour de l'application, donc qui se trouve ici, donc avec tout un tas de contrôles. Et en gros, vous aurez juste à charger un fichier, donc soit un patch, soit le package global, et lancer la mise à jour. Voilà, donc ça en fonction de ce que vous dira nos équipes de support. Vous pourrez faire des mises à jour simples sans avoir à vous connecter au système. Point important, tous les systèmes de mise à jour maintenant ont mis en place un système de maintenance, ce qui fait que votre application va basculer automatiquement en mode maintenance et empêcher l'accès en écriture à vos utilisateurs, de manière à éviter des problèmes d'intégrité si vous auriez oublié de le faire vous-même manuellement. Donc voilà, il va arrêter le système cron, etc., etc. Donc voilà le genre de fonctionnalité que les administrateurs vont pouvoir utiliser pour administrer l'application. Ok, j'avance, je suis largement dans les temps normalement. Donc ensuite, il y avait une demande depuis longtemps de permettre d'adapter le style de la console ETOP. Vous pouvez le faire dans le portail utilisateur et jusqu'ici, il n'était pas réellement possible de le faire via une extension ou de manière propre. Il fallait toucher le cœur de l'application, le répertoire CSS. Certains d'entre vous l'ont bien vu, pour adapter, grosso modo, la console à la charte graphique de votre entreprise. Donc maintenant, ça va être faisable. À partir de la 2.7, on va pouvoir mettre ça en place. Alors, je rappelle, c'est du style. Donc, ça va être les couleurs, ça va être potentiellement les fontes. Ce n'est pas l'ergonomie et le look de la console. Mais vous allez pouvoir adapter, on va dire, la partie style. C'est, entre guillemets, ce qu'on appelle du CSS. Donc, il faut quand même savoir un petit peu ce que l'on fait. Les goûts et les couleurs, c'est toujours compliqué. Vous le verrez dans ma démo tout à l'heure. Et tout ça est éditable via l'ITSM Designer. Donc, les gens de la communauté pourront éditer des fichiers XML dans une extension. Nos clients qui utilisent l'ITSM Designer pourront le faire. Il y a un éditeur similaire à celui du portail qui vous permettra, dans une structure XML, de modifier les variables CSS de l'application ETOP. Vous pourrez définir des nouveaux styles via une extension. Par défaut, on en a mis en place 2. Donc, le style qui existait déjà dans ETOP, qui s'appelle Light Gray, que vous pourrez modifier potentiellement, et un style qui s'appelle TestRed, qui permet d'identifier une machine de test. Pourquoi? Parce que sur chaque instance de votre ETOP, il y a un paramètre de conf, et je vais aller jouer avec durant la démo, qui va vous permettre de définir le style pour une instance d'ETOP. Donc, vous pourriez imaginer que sur votre machine de prod, vous avez le style Light Gray, et sur votre machine de test, vous avez le style TestRed qui va, et je vais vous le montrer tout à l'heure, mettre en valeur le fait que c'est une machine de test.
Voilà, donc ça se définira via la configuration. Donc, si vous avez 10 machines et que vous voulez 10 styles différents sur ces machines-là, bah, vous pourrez potentiellement créer 10 styles. Et vous allez voir que changer les couleurs de votre ETOPS, c'est pas très compliqué. Et le test RED est encore plus simple. Donc voilà le genre de couleur que vous pourriez mettre en place. Donc c'est ce qu'on a mis dans notre wiki, c'est la couleur, le style marron. Donc comme je vous dis, hein, on peut aimer ou ne pas aimer le marron. Les goûts et les couleurs, c'est très variable. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Eh ben on va aller regarder à nouveau ma machine ETOP qui se trouve ici. Dans la configuration, il y a un paramètre de conf qui s'appelle Backoffice Default Theme. Et si je vais ici, j'ai déjà oublié le nom du style, c'est test red. Donc si je mets ici test red, enregistré, j'ai plus qu'à rafraîchir ma page et je retrouve ici donc une mise en valeur où en fait on a un bandeau. Donc il y a plein de paramétrages et plein de ce qu'on appelle de markup HTML qui a été mis dans l'application pour pouvoir jouer avec tout ça. Voilà, ici on a un bandeau et on a mis en valeur le bandeau en disant c'est une instance de test. Ça va être, vous pourrez paramétrer votre message, vous pouvez paramétrer vos couleurs, etc. Donc voilà un premier exemple d'utilisation. Je vais revenir à l'ancien, pas de souci. Je reviens dans la configuration ETOP et je remets mon thème light gray. Donc c'est par instance, hein. Pour l'instant, c'est pas par utilisateur. Les utilisateurs ne peuvent pas choisir leur couleur. Et là, je suis revenu à mon mode classique. Autre exemple, donc j'ai ajouté deux thèmes faits par nos développeurs CSS. Donc je vais mettre par exemple Ocean Blue. Bah, si je mets Ocean Blue ici, je vais retrouver un style ETOP avec des nuances de bleu. Si je vais voir ma liste de solutions applicatives, voilà, ça s'affiche en bleu. Donc voilà, ceux qui ont fait ce thème-là n'aimaient pas le marron, ils ont préféré le bleu. Voilà, bah, c'est des choses qui sont, vous allez voir, pas très compliquées à faire. Et puis, dernier petit exemple de thème qu'on a mis en place, c'est le thème, si je me souviens bien, basque red, donc en hommage à la communauté basque ETOP. Et donc là, si je viens ici, je vais retrouver, excusez-moi, j'ai dû faire une faute de frappe. J'ai pas écrit basque. Alors, c'est pas grave, je retourne à ma configuration. Donc, si le thème n'est pas connu, il vous met le thème par défaut. Voilà, c'est pas basqué, c'est tout simplement basque. C'était pas fait exprès, mais ça permet de voir que ça ne fait pas exploser l'application. Et donc là, si je rafraîchis, décidément, j'ai un problème avec... Ah si, c'est bon. Donc vous voyez que là, on n'a pas changé toutes les couleurs, on a juste un bordeaux qui est ici. Voilà. Si je vais voir mes solutions applicatives, j'ai adapté mes couleurs. Donc c'est pour vous montrer un peu le panel et le fait qu'il y a vraiment une grande variabilité des couleurs. Ça, c'est un peu en hommage à ceux qui utilisaient un ETOP 08 ou 09, où on avait voire même 1.0, où on avait des gros boutons rouges dans l'application. Voilà. Donc après, bah oui, il faudra peut-être penser à harmoniser le logo, parce que le logo orange avec le rouge, ça fait un peu mal aux yeux. Donc attention, là, ce qui est très important, nous, l'objectif, c'est que vous puissiez vous aligner avec la charte graphique de l'entreprise. Appuyez-vous justement sur les gens qui définissent ces chartes dans l'entreprise pour avoir quelque chose de relativement propre. Si maintenant, je veux éditer tout ça, je vais revenir à mon thème par défaut. Light Gray. N'essayez de ne pas faire de faute de frappe. Si je veux modifier le thème par défaut, plutôt que de réinventer un thème intégralement, bah, je vais pouvoir aller dans le designer, ici. Voilà, je me connecte. Donc c'est mon designer en local. C'est ici. Je vais retrouver ici dans la section éditeur une zone de thème. Je vais pouvoir sélectionner l'un de mes thèmes. Je vais prendre Light Gray.
Ici, j'ai la version originale de mon thème. Donc, c'est une section XML qui définit que là, par défaut, on va chercher là où sont définies toutes les variables CSS. Donc, c'est toujours dans le répertoire CSS d'ITOP. Et on a écrit avec l'équipe produit un tuto qui explique comment on change les couleurs. Voilà, donc pour la communauté, on a toute la structure XML. Voilà, donc on peut faire du vert, on peut faire plein de choses. On vous a donné les variables principales. Et on vous a donné un exemple. Donc c'est celui que je vais copier-coller tout de suite, qui permet de modifier le thème. Donc là, on va pouvoir jouer avec les différentes couleurs. On peut faire référence à des variables. Donc vous voyez que j'ai défini la couleur de frame, je vais la réutiliser. Je fais tout simplement $frame background color. J'applique mes modifications. Donc c'est pas un formulaire graphique, c'est assez compliqué d'éditer du CSS dans un formulaire graphique. Et j'ai plus qu'à déployer mes modifications. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On déploie, pardon, excusez-moi, tout simplement les modifications correspondant au thème par défaut. Donc j'ai déjà ma conf qui est à jour, etc. Donc je déploie mes modifs. Alors ça va prendre quelques secondes parce que c'est tout en local sur mon PC. Et avec 2 VM plus le designer plus GoToMeeting, ça va prendre un peu de temps. Donc on compile tout et on va déployer ça sur votre machine. Donc là, la logique, je rappelle, c'est vraiment de s'aligner avec la charte graphique de votre entreprise, qui était la principale demande qu'on avait. Et la deuxième, c'est potentiellement de pouvoir distinguer différentes instances d'ITOP. On a un client, par exemple, qui utilise le même data model, mais pour plusieurs clients. Il pourrait imaginer que sur chacune de ces instances, avoir une couleur différente. Voilà, je pense aux académies, par exemple, une fois de plus, mais je pense aux fournisseurs de services qui déploieraient plusieurs ITOP avec le même modèle. Donc voilà, on peut imaginer de créer plusieurs styles et de paramétrer via la conf un style différent en fonction de l'instance. C'est plutôt une compétence de développeur web. Et une fois de plus, comme vous avez pu le voir, les goûts et les couleurs, c'est relativement complexe. Donc, on va juste attendre que ma machine virtuelle ait fini de mettre à jour pour voir le résultat. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vais montrer la dernière chose et je reviendrai là-dessus après. Donc, dernière chose qu'on a travaillé toujours en termes de style, c'est la partie mire de connexion. La partie connexion à ITOP a sa propre API. Pourquoi? Parce que on peut être amené non pas juste à changer les couleurs, mais à changer le formulaire HTML, etc., etc. Donc, on a développé en parallèle de tout le reste une petite API qui va vous permettre de modifier la mire de connexion et de déconnexion. Ça se fait via une extension. Et en gros, ça vous permettra, donc par exemple la mire de connexion Combodo, d'ajouter en plus du style et du look des informations additionnelles. Voilà un autre exemple. Donc, on voit que la partie multiplicité des authentifications va fonctionner toujours, mais là, on va mettre des informations, par exemple, comment on accède le support, il est ouvert de telle heure à telle heure, etc., etc. On peut imaginer, pour ceux qui voudraient faire de l'authentification double, avoir un premier formulaire et ensuite un deuxième formulaire dans lequel on va rentrer un code de téléphone SMS. Donc, toute cette mire de connexion et de déconnexion est maintenant entièrement paramétrable. C'est souvent de l'HTML, donc c'est un peu de développement, mais c'est pas non plus très très compliqué. Combodo ou nos partenaires, on peut vous accompagner à faire ça si vous en avez besoin. Donc je vais espérer que la mise à jour est OK. Voilà, donc je vais aller regarder la mise à jour de mon application. Voilà, donc je retrouve maintenant mes couleurs à une tendance un peu plus marron. Et donc, pour vous montrer la partie personnalisation, donc pour ceux qui se sont déjà connectés et qui ont créé des tickets chez Combodo, vous avez vu que notre mire de connexion avait un petit peu changé. Là, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement me connecter au système et je vais relancer une installation en ajoutant un nouveau module. Excusez-moi, je vais juste me connecter rapidement au système pour pouvoir lancer un setup. Voilà.
hop, on oublie la technique. Et je relance le setup de l'application. Et ça va être l'occasion de vous montrer un petit message pour nos clients et nos partenaires, que j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. À partir de la 2.7, comme on a eu plein de problèmes de support, tant nos partenaires que nous, avec des extensions complémentaires qui étaient mises dans le répertoire extension, alors qu'il faut plutôt gérer ça via le designer, il y a maintenant un message qui vous dit qu'il est recommandé de ne pas mettre d'extension dans le répertoire extension. Si vous le faites sur votre machine, il ne se passera pas grand-chose. Vous pourrez quand même installer l'application. Par contre, attention, vous ne pourrez plus faire de déploiement depuis l'ITSM Designer. Donc, l'objectif ici, c'est pour ceux qui ont le droit de développer des modules, etc., c'est pas de vous bloquer, c'est juste de le faire proprement pour que nos partenaires, nos clients et nous, on puisse se partager l'ensemble de l'application et être capable de la supporter correctement. Parce que tout ce qui est dans le répertoire extension n'est pas poussé dans le designer et donc nos équipes de support n'en ont pas connaissance. J'en profite pour faire un petit backup. Je compile mon modèle. Ça va mettre à jour mon application. Et vous allez voir que donc j'ai rajouté une petite extension qui change la mire de connexion et de déconnexion. Et vous allez voir que l'application, l'interface a légèrement changé. Donc je rappelle, ceux qui auraient mis des extensions dans le répertoire extension, il y a une procédure pour pouvoir migrer tout ça dans l'ITSM Designer. Attention après au niveau de support que vous avez, mais on a eu tellement de problèmes qu'on a décidé de bloquer tout ça pour que nous et nos partenaires puissions vous supporter sereinement. Donc mon application se met à jour. Voilà, tac, tac, tac. Je vais pouvoir aller dans un e-top professionnel et vous voyez que ma barre de login a changé. Donc on a mis une image de fond. On a fait un formulaire ici qui permet de mettre des informations. Donc, c'est un formulaire que vous pourrez adapter, changer. Donc, c'est une extension exemple. Hein, ce n'est pas une extension qui existe par défaut dans le produit. J'ai plus qu'à me connecter à l'application. Voilà, l'application est là. Et si je me déconnecte, hop, j'ai aussi changé mon formulaire de déconnexion qui peut être différent de mon formulaire de connexion. Voilà le principe. Ce sont les fonctionnalités nouvelles principales qu'on a mis en place dans e-top. Il y a plein d'autres petites choses. Donc, en résumé, il y a quand même aussi 77 bugs qui avaient été remontés, qui ont été corrigés. 68 demandes d'amélioration, en plus de tout ce que je vous ai montré, il y a des petites choses qui ont été mises en place. Il y a eu 42 actions de modernisation, c'est justement la mise à jour des librairies, des packages, les API, etc., etc. Ça représentait 9 mois de travail, donc on a démarré grosso modo en juin. Et donc un grand merci aux équipes Combodo qui ont collaboré à ça, à la communauté, et notamment, vu qu'il est présent aujourd'hui, une petite dédicace à Jeffrey dans la communauté qui aide beaucoup Combodo, donc c'est l'occasion de le remercier. Et à nos partenaires pour tous les tests et les traductions qu'ils ont apportés en allemand, en hollandais et autres. Donc voilà, c'est un travail qu'on essaye d'avoir collaboratif, même si Combodo maîtrise ce qui est fait. C'est très, très important. Dernière chose, avant de passer la parole à Alexandre, n'oubliez pas d'aller regarder soit sur le portail et la doc supportcombodo.com, soit sur eTop Hub, le What's New, qui lise vraiment dans le détail tout ce que je vous ai présenté. Il y a aussi tout ce qui est notes de migration, les points de vigilance à prendre en compte quand vous allez migrer. Et pour nos clients, n'oubliez pas que vous avez dans votre souscription du support, donc on vous accompagne à migrer et on essaye de faire notre mieux pour ça. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Je vais maintenant passer la parole à Alexandre avant de démarrer la session questions-réponses pour qu'il puisse vous présenter donc la roadmap et la stratégie de release.